On va accueillir sur scène et se connecter aussi avec Corinne Collignon de la HAS pour cette deuxième table ronde de l'après-midi. Sur la question, c'est est-ce que les digital therapeutics doivent être évalués différemment? Donc on va rebondir sur les discussions de ce matin aussi. Et donc j'accueille Anouk Trancard du SNITEM, Sarah Zohar de l'INRIA, Étienne Lepoutre de Butterfly Bliss. Et je crois que Corinne doit être en duplex avec nous, en visio. Donc la régie va me dire si c'est bon. Eh bien Corinne est là. Bonjour Corinne. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend parfaitement, merci. Donc dans la salle, vous avez une bonne représentation de l'écosystème du numérique santé que vous connaissez parfaitement. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde importante qui est pas mal attendue par rapport aux discussions qu'on a pu avoir ce matin sur effectivement l'évaluation des thérapies numériques. Évaluation clinique, économique, organisationnelle, data, etc. Donc on va revenir dans tous ces détails. Peut-être pour revenir un peu sur ce qui s'est dit ce matin, Corinne, et pour ceux qui n'étaient pas là, effectivement, il y a une attente importante sur l'accès au marché de ces nouvelles thérapies, sur notamment les aspects transformation de l'essai, on va dire comment arriver au bout du remboursement. Le remboursement étant aujourd'hui considéré comme le facteur clé de succès de l'adoption et de la prescription par les patients et les professionnels de santé. Et bien évidemment aussi la question de l'harmonisation, de la transposabilité d'un pays à l'autre avec des échelles ou des organisations qui peuvent être différentes. Donc on a pas mal d'attentes et de demandes sur cette table ronde, et puis l'idée, voilà, c'est de débattre sur ces critères qui sont à intégrer demain pour un meilleur accès au marché. Donc on a avec nous aujourd'hui Corinne Collignon, qui a été intervenue l'année dernière sur la première table ronde autour des TX et de l'accès au marché. Et on se rappelle avec Corinne qu'on attendait au mois de juillet l'année dernière des annonces qu'on a finalement eues entre-temps. Donc on pourra les commenter. Corinne, vous êtes chef de service mission numérique santé à la HAS. On a Anouk Trancard, directrice de l'accès au marché au SNITEM, qui passe toutes ses journées sur ces questions aussi, j'imagine. Avec Corinne, entre autres. On a Sarah Zohar, chercheuse, Head of Project Team INRIA, INSERM, ECA, INRIA, c'est ça? Université de Paris-Cité aussi. Et enfin, Étienne Lepoutre, CEO de Bliss DTX. Et Étienne aussi est un expert de l'accès au marché et des données de santé, puisque Étienne, tu as passé un certain nombre d'années chez Acuvia, où tu t'occupais de dossiers d'évaluation. Voilà. Pour commencer, on a toujours ces questions sémantiques. C'est toujours bien de les repréciser. Et la première question que je voulais poser peut-être à Corinne, c'est finalement comment vous définissez une thérapie numérique par rapport à tout ce qui peut exister aujourd'hui. C'est toujours important de reclarifier effectivement cette définition parce qu'on a parfois quelques incertitudes. Je ne suis pas certaine d'avoir la réponse à votre question, Franck, mais on a des premiers éléments en thérapie numérique, il y a la thérapie qui est numérique, et du coup en France, le législateur pour le remboursement, puisque c'est les voies qui ont été tracées, définit la thérapie numérique déjà comme un logiciel. Donc c'est, à mon sens, donc je n'ai pas l'ambition de faire une définition universelle, mais à mon sens, c'est une technologie dont la fonction principale, ou une des fonctions principales, est portée par la fonction logicielle. Après, ça n'empêche pas d'avoir d'autres fonctions associées, mais pour moi, dans la thérapie numérique, voilà, il y a la notion que la fonction principale est assurée par la fonction logicielle. Les voies de remboursement conditionnent du coup l'utilisateur. Puisque pour être éligible à la LPPR, il faut que ce soit le patient qui utilise lui-même la technologie, donc ça donne déjà une première approche. Et puis pour l'autre volet qui est télésurveillance médicale, il y a un volet d'utilisation qui est assuré par les professionnels. Donc le volet thérapie numérique, pour moi, se concentre sur ce qui a une fonction principale assurée par le logiciel, utilisée par le patient. Et alors après, il y a cette notion de thérapeutique qu'on peut interpréter au sens propre, c'est-à-dire est-ce que la technologie a par elle-même une thérapie,
Je sais que d'autres, en fait, considèrent que dès lors que c'est utilisé dans une prise en charge, on peut englober ça dans la finalité thérapeutique. Et donc, tout ce qui est à fonction par exemple, d'autosurveillance par le patient, voire de prévention, pourrait rentrer dans ce cap-là. On est au tout début de la mise en place des textes de remboursement dans le contexte français. Et je pense que les premiers sujets vont nous permettre de mieux délimiter et savoir quel est le périmètre d'évaluation. Une chose est sûre, c'est que la CNEDIMS, dès lors qu'elle reçoit un dossier et que ce dossier il est considéré comme recevable par le ministère, nous, HAS, on l'instruit. Donc voilà, quelques éléments pour apporter réponse à cette première question. Je ne sais Merci pas si Corinne. ça fait réagir. Voilà. Merci, on va commenter bien évidemment avec les autres intervenants. La question en fait aussi que je voulais poser comme inaugurale, c'est aujourd'hui quel regard on porte sur la prise en charge actuelle des techniques. On en est au tout début, on a bien compris. Qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement? Les dossiers arrivent à nous Cosnitem. Étienne peut aussi raconter sa vie aujourd'hui. Donc peut-être d'avoir un premier retour d'expérience aujourd'hui sur cette accélération. On n'a pas beaucoup de DTX. On a un cas ce matin qui a été exposé, le cas de Deprexis, qui a été pas mal discuté. Quel constat vous pouvez faire aujourd'hui finalement de cet accès au marché et du progrès qu'il peut y avoir autour? Bonjour à tous, je vais peut-être commencer. C'est compliqué de répondre à l'entièreté de la question. Moi, déjà, je rejoins complètement ce qu'a dit Corinne. Je ne suis pas persuadée qu'on parle tous de la même chose quand on parle de DTX, quand on parle de DM numérique, quand on parle de télésurveillance. Et il y a des sémantiques en fonction du champ réglementaire. Le champ réglementaire, c'est peut-être le truc le plus cadré. Un dispositif médical numérique au sens de la réglementation européenne, du marquage CE, c'est très cadré. Et puis ensuite, il y a effectivement le champ sémantique en vue d'une prise en charge. Et c'est là que ça se complique. C'est-à-dire qu'en France, vous avez des voies d'accès au marché, et on parle de DM numérique, qui vont être très différentes quand on parle d'un dispositif médical numérique à usage individuel. Donc ça, c'est le champ de la liste des produits et prestations remboursables, une première voie d'accès. Vous avez tous les dispositifs médicaux numériques de type équipement. Vous avez des briques digitales qui arrivent à des fins diagnostiques, une brique d'intelligence artificielle qui va accompagner un professionnel de santé sur du diagnostic au sein des structures hospitalières ou des structures de soins. Là, on n'est plus dans l'usage individuel, donc on ne rentre pas dans cette case-là. Donc c'est une autre voie d'accès via des actes. Et pour l'entreprise, pour celui qui développe cette technologie, une autre voie d'accès. Et puis vous avez le champ de la télésurveillance avec encore des textes. Mais vous voyez là, je dirais le saucissonnage, excusez-moi l'expression, mais le saucissonnage de ces dispositifs médicaux numériques, il est lié aux voies d'accès au marché aujourd'hui. Donc il faut d'abord déterminer où vous allez être pris en charge et définir les voies d'accès. Donc ça, c'est vrai que ça rend compliqué un peu le process pour les entreprises, mais c'est la réalité. Juste de manière plus générale, en réalité, ce qu'on voit sur les DM numériques, c'est depuis un certain nombre d'années ce qu'on porte dans le dispositif médical. C'est-à-dire que les cycles de vie sont même pas courts, ils sont ultra courts. Donc on est vraiment sur une accélération de toutes ces versions. Donc comment on gère la question de l'accès au marché et du financement à côté. Et puis les données en vie réelle, elles vont être clés pour évaluer ces dispositifs. Donc comment on gère ça avec ces DM numériques? Ça ne fait en fait qu'exacerber tous les sujets qu'on a sur l'accès au marché des dispositifs médicaux de manière générale. Mais là, si on ne trouve pas des solutions, en réalité, on va passer à côté de l'intégration de tous ces dispositifs médicaux numériques dans le système. Et une autre spécificité, on en a déjà parlé, au-delà de tout ce qu'on connaît sur les problématiques de financement, d'évaluation, des spécificités, on en reviendra, c'est que ces DM, ils récupèrent de la data. Et ça, c'est une spécificité. Qu'est-ce qu'on fait de cette donnée et comment on automatise en fait la construction de l'évaluation? Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les cycles de vie sont ultra rapides, mais d'un côté, on récupère de la donnée. Donc comment on arrive à rendre plus agile le système évaluation-financement au vu de cette spécificité? Et puis une autre spécificité, alors là, qui est la question de la sécurité, de l'interopérabilité. Donc ça, dans l'évaluation, vous avez un marquage CE, vous avez une évaluation en vue d'une prise en charge, et au milieu, la clé qui est en train de se construire dans tous les pays, c'est comment on rend tous ces systèmes, tous ces dispositifs médicaux sécurisés pour le patient
et interopérable. Et ça aussi, c'est un nouveau champ d'évaluation qui est vraiment spécifique aux dispositifs médicaux numériques. Donc tout ça rend effectivement le sujet bien complexe pour les entreprises, avec des critères, on en parlera j'espère, voilà, des critères d'évaluation qu'il faut repenser. On va revenir sur les critères après, mais Étienne, peut-être le retour du fabricant, l'expérience. Non mais c'est top, merci pour cette introduction. Si avec ça vous n'êtes pas rassuré sur le fait que faire accéder un dispositif médical qualifié DTX au marché, ça va être plus qu'un sacerdoce, vous n'avez pas compris quoi. Moi, je me suis amusé, j'ai préparé mon CV pour me présenter aux autorités en tant que DTX pour voir si ça marchait avec le système. Parce que je me suis dit que j'ai vu des gens qui avaient préparé leur intervention ce matin, je me suis dit je vais faire pareil. Le DTX, c'est une équivalence clinique ou une supériorité clinique, mais surtout, c'est un impact organisationnel. La doctrine est toute fraîche. On n'est pas encore trop clair sur comment ça marche. Et d'ailleurs, l'impact organisationnel, ce n'est pas l'évaluation médico-éco, parce que ce n'est pas au même endroit. Et donc, du coup, à la fin, ça devient un petit peu compliqué. C'est pas grave, c'était que le premier point. C'est une supériorité environnementale. On remplace des médicaments par de l'électronique. On améliore un certain nombre de choses d'un point de vue écologique. Comment on prend en compte ces éléments dans l'évaluation? Tout ça, c'est pas très grave. Le DTX peut améliorer la clinique, mais l'accès à ceux qui n'ont pas accès. Autrement dit, des dépenses qu'on n'avait pas prévues. Ce qu'on a dit ce matin, c'est des super arguments, sauf d'un point de vue évaluation, c'est qu'on va dépenser plus d'argent parce que ceux qui n'avaient pas accès à des trucs avant, maintenant ils vont y avoir accès, il va falloir les payer. Donc c'est un vrai sujet d'évaluation aussi. On a parlé de prévention. La prévention, c'est un des sujets historiques de l'évaluation, qui est un des vrais problèmes. Comment on organise l'évaluation de la prévention et la prise en charge des économies qu'on fait de manière pluriannuelle grâce à un certain nombre de technologies. Encore une fois, le DTX se distingue par sa capacité à foutre le doigt là où ça fait mal en termes d'évaluation. Le DTX a un cycle de vie court, on ne va pas revenir là-dessus, vous l'avez très bien dit. Le DTX, c'est un truc hybride, on en a reparlé ce matin. Donc ça veut dire que saucissonnage, j'aime bien le mot. Donc en gros, quand je suis un DTX, en fait, je suis plusieurs pièces de saucisson et je dois trouver chacun des éléments pour mettre mes pièces de saucisson. C'est génial, mais en fait, on ne va pas y arriver. Et au final, ce qu'on dit en plus, c'est que le gold standard pour tout ça, parce que c'est quand même très nouveau, ça devrait être la RCT, l'étude randomisée multicentrique. Et ce que disait Fabrice Denis ce matin, c'est qu'en fait, avec le problème du délai, on va être obligé de passer à la vie réelle. Donc ça veut dire qu'à la fin, on est un peu face à un truc insoluble. On est face à un truc insoluble et en même temps, on n'a jamais eu autant de volonté de la part des entreprises et des industriels comme nous de faire émerger ces thérapies, parce que si on fait ce métier-là, c'est qu'on est convaincu qu'on peut apporter énormément au système de santé, aux patients, aux médecins, et que tous ces impacts ils sont positifs pour tout le monde. Et on n'a jamais eu autant de volonté gouvernementale de les faire émerger, de les soutenir. Et la BPI fait tomber des seaux d'argent sur l'industrie en général et sur la santé en particulier. Il y a juste un endroit où en fait il faudrait peut-être en mettre, et c'est mon premier appel. Si vous avez un petit peu de sous là-haut encore, dépensez-en sur les autorités de santé qui évaluent. Parce qu'à ce stade, si j'ai bien compris, le problème du délai d'accès, du staffing de ces autorités et de la gestion de cette complexité qu'on est en train de faire émerger, le LEM et le SNITEM, si vous m'entendez, le SNITEM est là, le LEM est peut-être là, ces problèmes qu'on a dit sur l'évaluation pluriannuelle, c'est pas qu'un problème de DTX, c'est aussi un problème de médicaments. Et en fait, on est juste avec le DTX en train de mettre le doigt sur un certain nombre de choses qui sont utiles pour l'ensemble du système de santé. Et c'est des problèmes qu'on a historiquement dans le DM et dans le médicament. Et donc, je pense que collectivement, on a un intérêt à ce que l'évaluation, elle évolue. Et certes, c'est le DTX qui met le doigt dessus parce que nous, on a cette particularité. Mais en réalité, ça rendrait un grand service à tout le monde qu'on investisse sur notre système d'évaluation, qu'on le staff, qu'on lui donne les moyens. Parce qu'en réalité, pour un médicament, un grand industriel, ou c'est pareil pour le dispositif médical, c'est pas grave de perdre 3 à 6 mois. Pour nous, c'est la mort assurée, c'est la trésorerie qui en a plus. D'accord ? Et donc, en fait, nous, notre message, c'est assez simple, c'est si on pouvait s'assurer qu'on respecte les délais, qu'on prend le temps, et surtout, je l'ai entendu dire par Isabelle Adno lors de la conférence qu'elle a faite il y a une semaine et demie, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que les autorités, et la HAS en particulier, sont très humbles par rapport à cette situation. Et nous aussi, on l'est. Parce qu'en fait, ce qu'on a comme challenge à faire, à relever, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de critères et beaucoup de choses qui ne sont pas encore pavées de décrets, de choses comme ça. Et donc, collectivement, ce qu'il faut, c'est qu'on soit humble. Le seul moyen de faire émerger nos thérapies et de les donner aux patients, c'est de se donner les moyens de les évaluer, de traiter l'ensemble de ces sujets. Et j'insiste, mais s'il y a un seul message pour moi, c'est aider les évaluateurs à évoluer dans l'évaluation en leur donnant les moyens. Merci Étienne. Une réaction de Sarah ? Quand on parle d'évaluation, on parle de design, d'études, d'essais cliniques. Et la question de fond, c'est est-ce qu'on peut continuer à évaluer comme on évaluait un médicament ?
parce qu'un médicament, ça n'évolue pas dans le temps. On peut l'associer à un autre médicament, on peut le donner à une fréquence différente, mais dans l'absolu, la formule chimique, elle reste la même. Le souci dans tout ce qui est dispositif médical numérique, c'est que c'est des objets qui, par essence, vont évoluer dans le temps. Et l'évaluation qu'on a fait à un moment T, elle ne sera peut-être pas la même pour l'objet qui a évolué au moment T+1. Donc, on va travailler sur des modèles d'extrapolation pour pouvoir dire, bon, on ne va pas refaire un essai clinique à chaque fois, parce que ça coûte cher, c'est compliqué, ça prend du temps. Et à ce moment-là, il faut travailler sur de la modélisation. Donc, on a deux façons de travailler. C'est travailler sur les designs d'essais cliniques pour ces objets-là. Parce qu'on peut faire du randomisé, hein, ce n'est pas un problème, parce que ça, c'est que de la méthodologie, mais il faut que derrière les critères d'évaluation, ça veut dire les endpoints, comme on a vu tout à l'heure, les biomarqueurs digitaux, etc., tout ça soit pris en compte. La façon comment va interagir le système face à ces objets, que ce soit en médecine de ville ou en hôpital ou le patient, ça aussi, c'est des critères secondaires qu'on doit apprendre à construire, qui sont différents du médicament. Donc, il faut essayer aussi de réfléchir quelles sont les méthodologies dont nous avons besoin aujourd'hui pour faire une validation clinique pertinente. Pour ça, il y a eu des moyens donnés par l'État. Il y a des gros projets de recherche qui démarrent là en septembre là-dessus. Il y a aussi tout ce qu'on parle aujourd'hui, les essais cliniques à la maison. Il y a des gros projets européens là-dessus. C'est quelque part ces objets, hein, comme la télésurveillance, etc., c'est les patients qui vont quelque part interagir avec ces objets-là. Et on va récupérer des données répétées, mais nombreuses et de façon exponentielle, ce qu'on n'avait pas dans les essais cliniques classiques du médicament. Donc il va falloir trouver des nouveaux modèles, des nouvelles façons de travailler là-dessus. Donc je pense que l'idée, ce n'est pas de dire on doit évaluer différemment, mais on doit adapter l'évaluation à ces nouveaux critères de jugement, à ces nouvelles façons d'utiliser ces outils, et aussi s'adapter au fait que derrière, il y a des patients ou des professionnels de santé qui vont les utiliser et comment interagir avec eux de façon intelligente. Merci, Sarah. Est-ce que Corinne voulait rajouter un commentaire par rapport à ce qui a été dit sur cette évaluation ? Je ne peux qu'approuver effectivement tout ce qui a été dit. Vous le savez depuis plusieurs années, du coup, c'est des axes qu'on essaie de travailler. On le sait également, il y a des données qui nécessitent qui ne peuvent être collectées qu'une fois la technologie diffusée. Je pense notamment à l'impact organisationnel, et la CNIMS a dit haut et fort qu'elle était prête à le prendre en compte, et pour le numérique, c'est maintenant inscrit dans les textes. Donc on sait qu'il y a un vrai enjeu de démonstration de l'intérêt sur ces volets-là, avec probablement de nouvelles méthodes et de la modélisation sur laquelle s'appuyer. Il y a une réalité, hein, c'est que les critères sont réglementaires, et la CNIMS ne peut pas s'appuyer que sur des promesses. Donc moi, j'incite les futurs demandeurs et les demandeurs à construire leur plan de développement pour exprimer en fait ce qu'ils sont en mesure de démontrer maintenant, et ce qu'ils seront en mesure de démontrer et de construire pour le deuxième round d'évaluation. Il y a un vrai enjeu, et donc c'est le point que j'ajouterais sur le jalonnement des évaluations. Je parle pas vraiment de pari pour toutes les technologies, mais une sorte quand même de pari mesuré, en expliquant à la commission ce que vous serez en mesure d'apporter pour ce qui n'est pas démontrable lors du premier round d'évaluation. C'est un enjeu fort. Il y a les leviers d'études post-inscription dans les différentes process qui existent. Maintenant, on a la prise en charge anticipée pour les dispositifs médicaux numériques qui permet d'avoir un premier accès au remboursement, pour ensuite confirmer la preuve, que ce soit via une inscription LPPR ou sur la liste des activités de télésurveillance médicale. Donc voilà, jalonnement de la preuve, adaptation des méthodes, c'est sûr. Et il y a un vrai levier qui est l'accès aux données via les technologies numériques. Après, la masse de données fait qu'il faut savoir l'exploiter et la structurer, et structurer son exploitation. Et ça va venir, et les industriels vont s'y préparer. Mais voilà, il y a un tournant à prendre sur les méthodes et l'acculturation de ces nouveaux textes et nouveaux process de remboursement, c'est certain. Juste un point, vous avez complètement raison, et je pense qu'on doit le dire, même s'il y a des vrais sujets de lisibilité, de visibilité du système et d'accès au marché, la France est en avance sur ces critères et sur la construction de ces nouveaux impacts. Parce qu'il y a encore certains pays qui sont très focalisés sur les questions purement cliniques, de morbimortalité, et qui n'ont pas déjà intégré tous ces nouveaux critères d'impact organisationnel, parce que c'est ça dont on parle. Hein. CDM numérique, ils ajoutent de l'intelligence dans l'organisation de soins. Donc si on attend de CDM numérique des critères, je dirais, historiques,
de morbimortalité, on va passer à côté d'un certain nombre de technologies. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on attend de ces DM numériques et quelle typologie de valeur. Et là-dessus, la France, et notamment la CNEDIMS, la Haute Autorité de Santé, a évolué avec des guides, on en parlait. Alors c'est le début, on va apprendre en marchant, mais à minima, on a quand même un certain nombre d'éléments. Un autre point, la question d'évaluation et de remboursement, on parle souvent du remboursement de droit commun, mais en fait l'évaluation, elle est partout. Elle est en vue d'un achat au sein des structures hospitalières. Comment un acheteur hospitalier ou même dans une structure de soins, elle s'y retrouve avec toutes ces solutions. C'est quoi les critères? Comment elle évalue? Parce que l'évaluation, elle se fait localement aussi. Donc la prise en charge, j'ai envie de dire, l'option aussi de se dire que la Haute Autorité de Santé, déjà, elle n'évalue pas tout parce qu'elle n'a pas de capacité à faire. Hein, ça, on pourra en discuter. Et il y a de l'évaluation qui se fait au niveau local. Donc comment on organise cet écosystème avec des évaluations nationales et des passages en droit commun avec des voies dérogatoires, et comment on organise aussi des évaluations locales de ces dispositifs médicaux numériques au cœur des utilisateurs, des patients, des professionnels de santé, pour pouvoir faire émerger des solutions et puis ensuite les prendre en charge de manière nationale. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à organiser, au-delà des critères, parce que je pense que ça, on avance, mais comment le système peut arriver à être plus fluide sur de l'évaluation. Tu voulais rajouter un commentaire, Étienne? Oui, je crois que ce qu'on vient de dire. Alors, moi, je voudrais juste qu'on prévienne l'idée qu'on parle uniquement d'inscription en LPPR pour un remboursement. L'évaluation, on l'a dit ce matin, c'est d'abord le premier critère d'adoption par les médecins. Donc moi, si je fais une bonne évaluation, les médecins, ils me croient. Si je fais une mauvaise évaluation, ils ne me croient pas et je ne vends pas mon produit. Donc, avec tout le respect que j'ai pour la HAS et pour les autorités et pour les gens qui font du market access, l'évaluation, mon premier objectif, c'est de convaincre d'abord mes premiers prescripteurs qui sont les médecins. Et je pense que si les médecins prescrivent et me soutiennent, ensuite, j'aurai moins de mal à la HAS. Donc mon premier objectif de l'évaluation, c'est d'abord de convaincre ceux qui l'utilisent au quotidien. Et aujourd'hui, le sujet de l'évaluation en tant que tel, il ne se limite pas effectivement aux essais cliniques. Le sujet, c'est la capacité à le faire sur le terrain, la capacité à le faire à grande échelle, la capacité à mettre en place des études en virale ou des études cliniques qui sont en site en fait, d'époque, qui nous permettent du coup de faire la réalité, ce que disait Mme Collignon, qui est de créer les fameuses données dont on a besoin pour l'impact organisationnel. Donc à la fin, on est sur une étude qui va générer un usage, qui elle-même va permettre de finir le développement du produit, ou en tout cas de le confirmer, et en plus d'alimenter l'étude. Donc on voit bien qu'en réalité, on n'est plus sur un dialogue avec une autorité censeur qui évalue et qui donne une note. On est dans un dialogue avec une autorité avec laquelle on doit co-construire un plan d'études cliniques qui aboutit certes à une évaluation par la haute autorité pour les questions de remboursement, mais qui contribue aussi à développer le produit et à faire que les médecins s'en saisissent et qu'on convainc le système de santé. Et moi, je pense que le virage qui est derrière ce sujet d'évaluation, et c'est pour ça que j'appelle de mes voeux qu'on n'ait plus de personnes encore dans les autorités, c'est que c'est fini pour moi, et peut-être que je suis un peu trop rêveur, mais je pense que c'est fini l'ère du censeur. C'est-à-dire que cette autorité, soit on collabore avec elle et on co-construit, et on fait des rencontres précoces, et on construit les bonnes études, et on y va, et on fera émerger ces technologies, soit on se met dans un mode de je présente ma copie pour passer mon bac, et j'ai ma note, et à la fin, on ne va jamais sortir avec les DTX. On a parlé de Deprexis ce matin. S'il n'y avait pas plus de co-construction et pas plus de travail ensemble, on ne va pas y arriver. Ça n'empêche pas la question des DTX qui sont évalués, remboursés dans d'autres pays et qui vont se présenter avec des choses déjà bien construites pour lesquelles comment je vais rentrer, m'adapter aux critères locaux, quoi. Donc ça fait partie aussi des travaux d'harmonisation et de socle commun dont on a parlé pendant la préparation. Peut-être juste revenir avant que Sarah commente. Ce matin, effectivement, le côté organisationnel, il est apparu très important dans la discussion. C'est-à-dire qu'effectivement, la valeur clinique, elle peut être moins disante sur certaines DTX, mais pas négative. Par contre, elle peut apporter une valeur considérable sur la partie organisationnelle, par diminution du nombre de points de contact du patient, par une meilleure navigation aussi dans le système de soins, comme disait Étienne Grain ce matin. Donc finalement, est-ce que les valeurs ou des critères peuvent se compléter ou s'évaluer plutôt dans la globalité, mais pas forcément en séquence, parce qu'on parle d'abord du clinique, puis après de l'organisationnel qui est en cours de réflexion, peut-être demain avec la valeur déjà des data générés dont on a parlé. Donc finalement, comment on arrive à mieux exploiter ces critères apportés par ces thérapies qui sont sans aucune commune mesure avec le médicament? Revoyons comment on évalue le médicament. Il y a toujours des critères de jugement principal. Le principal d'habitude, c'est l'efficacité, via un critère mesurable, que ce soit clinique ou autre chose. Et derrière, il y a plein de critères secondaires.
Et un qui est assez marquant, c'est la qualité de vie, où il y a des questionnaires. Donc là, on pourrait imaginer que nous, on travaille avec des critères secondaires différents, mais attachés à l'usage du dispositif médical numérique. Ça veut dire des interactions à l'intérieur d'un service hospitalier, des interactions par rapport à comment est utilisé et comment sont perçues les notifications, que ce soit via email, téléphone, etc. Donc c'est à nous de réinventer ces nouveaux critères. C'est à nous d'aller valider ces critères aussi, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel critère. Et à ce moment-là, quand on construit notre étude clinique, on a le critère principal qui est toujours celui, comme on sait, à viser client final, patient. Et après, tous les critères secondaires qui permettent d'évaluer, entre autres, d'autres critères cliniques possibles, la litharcie, l'acceptabilité, la réorganisation, etc. Et quand on a fait une bonne étude et tous ces critères-là sont dedans, on peut se dire, mon étude, je vais exploiter au maximum les données que je vais collecter. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Et on ne peut plus continuer à se dire, je vais faire comme si je faisais du médicament et je vais prendre des critères secondaires comme si c'était du médicament. Non, on est dans du numérique, il y a des critères secondaires spécifiques et qui sont liés à l'usage du numérique en général, comme on a dit. Je voulais aussi dire, ce qui est important au niveau européen, c'est travailler ensemble. Et au niveau européen, comme tu viens de me le dire, il y a une task force européenne à laquelle participe l'HAS, Bifarm, d'autres autorités HTA européens, que ce soit au Luxembourg, en Finlande. On ne les a pas tous, mais on a une majorité. Et là, on travaille en fait pour comprendre déjà l'un l'autre qu'est-ce qu'on attend. Parce qu'avant d'harmoniser, il faut qu'on comprenne les critères de chaque pays. Et on voit bien que nos systèmes de santé ne sont pas pareils. Le remboursement, des fois, chez nous, c'est fait par la solidarité. Dans d'autres pays, ce sont des systèmes d'assurance privée, etc. Donc forcément qu'ils n'ont pas les mêmes points de vue et les dossiers qu'on monte ne sont pas exactement les mêmes en termes de ce qu'on apporte. Et c'est là qu'on essaye de faire. On essaye de se dire comment on peut trouver des points communs et travailler là-dessus pour pouvoir harmoniser et avoir aussi un discours au niveau européen, au niveau des patients, ou des industriels qui comprennent pourquoi il y a un pays où ils ont accès par remboursement et d'autres pays qui n'ont pas accès. Ce n'est pas parce qu'il y a des pays qui sont plus laxistes que d'autres. Non, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'on n'a pas les mêmes façons de voir et la même façon d'évaluer. Et c'est ça, sur ça qu'on doit travailler. Ce qui est le cas de la DTX dont on a parlé longuement ce matin, avec des remboursements dans d'autres pays ou des avis favorables à notre pays et puis pas en France. Mais la question va se poser aussi pour ces DTX allemandes, belges qui sont parmi nous aujourd'hui et qui sont dans les starting blocks de la PECAN et qui viennent avec des études cliniques. J'avais posé la question à Isabelle Hanot, à Dauphine, Étienne était là. Et la question, c'est finalement, elle m'a dit oui, il faut regarder les outputs cliniques, mais on va aussi regarder si c'est pas trop éloigné de notre organisation. Donc on retrouve finalement ces discussions, ça retourne en boucle, c'est qu'on peut avoir des essais cliniques à peu près cohérents d'un pays à l'autre avec des populations de patients acceptées par l'ensemble des pays. Par contre, on va se retrouver après avec ces mêmes questions. On n'aura jamais l'organisation allemande, jamais l'organisation belge. Comment on va faire finalement pour harmoniser et avoir un socle commun là-dessus l'effet d'échelle étant tellement stratégique pour les DTX, comment on va faire quoi? Oui, juste un petit point sur cette harmonisation d'un point de vue d'une entreprise, bien évidemment, quand tous les critères sont harmonisés, au moins les règles du jeu sont claires et quand vous êtes sur des plans de développement, eh bien, vous pouvez harmoniser la manière dont vous allez construire de la preuve en vue d'un usage, d'une adoption dans un pays et puis d'un remboursement. C'est ce qui est fait dans le médicament, dans les dispositifs médicaux implantables notamment, avec des critères. Et c'est la première réflexion. Quand on parle de données cliniques ou de paramètres biologiques, c'est des choses qui sont assez facilement extrapolables d'un pays à un autre. Et donc avec une harmonisation sur l'évaluation qui est clé en réalité, parce que ça va faciliter les choses et ça va accélérer l'accès au marché. Quand il s'agit d'impact organisationnel, et vous l'avez très bien dit, on parle d'un existant, d'une organisation donnée sur une organisation d'un patient, et puis vous allez ajouter une nouvelle technologie numérique qui va bouleverser l'organisation du soin, qui va améliorer ce parcours du patient, mais par rapport à un existant. Si cet existant, en termes d'organisationnel, il est extrêmement différent d'un pays à un autre, eh ben, j'ai envie de dire, c'est normal qu'au niveau local, les évaluateurs regardent un petit peu l'organisation actuelle du pays et se disent, là,
pour mon organisation, au vu de la manière dont sont traités et le parcours du patient que j'ai identifié, il y a un vrai intérêt. Et peut-être que sur une autre technologie, il n'y aura pas d'intérêt dans un autre pays parce que l'organisation initiale est déjà optimisée ou il y a d'autres solutions. Et ça, c'est vraiment la difficulté de l'harmonisation quand on parle des impacts organisationnels et des dispositifs médicaux numériques. Alors, juste un dernier point. Déjà, sur le volet d'harmonisation, il y a ce socle dont je parlais, il y a le marquage CE, donc ça c'est harmonisé et c'est une bonne chose. Vous avez la question de sécurité et interopérabilité. Vous avez tous les pays qui sont en train d'organiser un socle de nouvelles certifications en termes de sécurité et d'interopérabilité. Et là, effectivement, il y a aussi un travail d'harmonisation à faire pour que dans les développements pour les entreprises, d'être certifié interopérable et sécurisé dans un pays A, c'est à minima un développement équivalent d'un pays B, parce que sinon, on se retrouve dans des blocages d'accès au marché, avant même de parler de financement, sur vraiment ce socle de sécurité qui est exigible pour les dispositifs médicaux numériques. Donc, de toute façon, on ne pourra pas faire sans. On ne pourra pas faire sans, c'est le sens de l'avenir. Par contre, pour une entreprise qui développe un DM numérique, si ces exigences sont très différentes d'un pays à un autre, ça va rendre beaucoup plus complexe le développement de ces DM numériques. Merci. Donc, j'entends socle commun sur la classification réglementaire, Medical Device Regulation, ça on est à peu près calé maintenant. Il n'y a pas encore un socle commun sur la sécurité et l'interopérabilité. Il y a un socle à peu près commun par extrapolation du clinique, voilà, parce que les pratiques cliniques sont à peu près adaptées. Il n'y a pas de socle commun sur l'organisationnel. Et donc, ça fait quand même, il y a quand même pas mal de travail encore. Et le saucisson. Et le saucisson. Bah oui, parce que c'est hyper important le saucisson, parce que en fait, ça, plus j'ai 3 dossiers, si je suis une télésurveillance qui a un impact clinique et qui fait un certain nombre de choses à côté. Donc, ce qui est important, ce que je retiens de cette discussion, c'est que finalement, la co-construction va être clé. L'idée de pouvoir parler avec les autorités pour présenter son plan avant paraît être la méthode, un peu le passage obligé, à condition bien sûr qu'il y ait les ressources, ce que disait la bande passante, parce que j'imagine que la HAS est très demandé, la CNEDIV c'est très demandé. Il doit y avoir beaucoup de rendez-vous là-dessus et il faut effectivement avoir l'interopérabilité, c'est la NS et je crois que ça se passe pareil en ce moment. Donc ça fait des guichets pour les fabricants, ça fait pas mal de guichets effectivement pour avoir cette consultation préalable. Donc ça fait effectivement, voilà, il y a encore des perspectives, mais l'idée aussi c'est de montrer que c'est sur la bonne voie et que ça se met en route. J'avais un dernier critère dont on a parlé pendant la préparation qui était la critère de valorisation des DTX sur les datas qu'elles peuvent apporter. Alors, j'en ai parlé un peu ce matin avec quelques personnes. Par rapport aux médicaments, les thérapies numériques génèrent de la data à très grande vitesse et en très grande quantité. On en a parlé à toutes les tables rondes et donc forcément, ces thérapies numériques génèrent de la donnée comme jamais on en aura dans d'autres types de traitements. Ces données, elles ont une valeur à condition qu'elles soient partageables, utilisables par le système de santé, avec consentement du patient, ce qui n'est pas encore une question à poser. Mais cette valorisation, d'avoir un système de santé plus data-driven, peut être aussi quelque chose de valorisé. C'est une piste ou pas qu'on peut intégrer? Il faut dire qu'aujourd'hui, les équipes de chercheurs dont j'en fais partie n'attendent que ça. On travaille sur les méthodes, on travaille sur les modèles, on travaille sur plein de possibilités. Le PEPR Santé Numérique qui a été lancé début du mois de juin à Paris Santé Campus, c'est ça. C'est aider à développer les modèles pour pouvoir travailler sur ces données-là. Et à partir de là, je pense que c'est quelque chose qui va changer la santé en France, changer la façon dont on fait de la santé publique, et ça va créer quelque part, j'appelle ça les registres du futur. Jusqu'à présent, les registres, on connaissait bien, on envoyait des questionnaires aux patients, tous les quelques mois, ils nous le renvoyaient ou pas. On sait très bien que ce n'était pas aussi facile d'entretenir dans le temps. Et on mettait beaucoup d'argent pour les entretenir, pour qu'ils tiennent, pour qu'on puisse faire derrière des études en santé publique. Là, on va se retrouver avec des outils, avec des données répétées, mais multidimensionnelles. Il va falloir travailler avec des modèles adéquats, et il va falloir réfléchir comment les exploiter correctement. Et il va falloir aussi, quelque part, que l'ensemble des acteurs s'organisent. Parce que pour pouvoir donner accès aux chercheurs et travailler ensemble,
il faut qu'il y ait les bonnes plateformes, il faut qu'il y ait l'interopérabilité, il faut qu'il y ait tout ça. Donc je sais que dans l'industrie du médicament, ils ont mis une plateforme en place pour les chercheurs qui déposent des projets pour pouvoir avoir accès aux données d'essais cliniques. On pourrait imaginer aussi que là, le secteur s'organise et travaille aussi ensemble, parce que si on arrive à faire des bons modèles, ça veut dire que derrière, ça donnera des nouvelles questions et des nouvelles possibilités pour des nouveaux produits aussi. Donc, quelque part, on a tous à y gagner, et je pense que c'est quelque chose maintenant que le secteur doit s'organiser et travailler à réfléchir à cette façon-là de futur de travailler. Merci. Il nous reste quelques minutes. On a probablement des questions de la salle qui ne tient plus pour poser ces questions. Si Mathilde veut bien proposer le micro. Peut-être juste un petit complément, Franck. Attends, juste un petit complément par rapport à ce qu'on s'est dit. Comme ça, je vais m'auto-poser une question, mais je voudrais juste, comme je suis censé représenter plus ou moins les industriels, même si j'ai du mal avec le nom industriel, mais voilà. Juste qu'on se le dise une bonne fois, hein, les critères sont en cours de définition, ça va prendre entre quelques mois et quelques années. Une étude clinique sur un dispositif médical qui fait du suivi de long terme, ça prend entre 12 et 24 mois si vraiment le suivi est court, sinon c'est plutôt 36. Ce dont on parle, c'est du futur du DTX à horizon 5 ans. La question, c'est comment on fait maintenant. Et donc, je voudrais que juste on n'oublie pas que c'est super tous ces critères qui sont en cours de définition, que tout le monde travaille, et c'est vachement bien. Mais en fait, là, on est en train de discuter des DTX qui sont là en cours. Et donc, je ne demande rien d'autre qu'on considère quelque chose qui soit plus provisoire et peut-être pas clapécant, parce qu'en réalité, on a besoin de tous apprendre ensemble. On a besoin de collaborer ensemble. Autorité industrielle, on a besoin de faire les choses ensemble. Mais si on attend que les critères et les décrets sortent, tu as fait gentiment et avec beaucoup de, comment dire, de respect pour l'annonce de l'année dernière, le fameux décret du DTX qui devait sortir le 1er juillet, annoncé qui est sorti en mars. D'accord ? C'est juste 8 mois en plus. Si on additionne tous ces trucs-là, nous, on a le temps, entre guillemets, de déposer le bilan. Et donc, ce que je voudrais simplement qu'on se dise et qu'on s'entende, c'est que l'évaluation, elle est au cœur de ce système qui est le modèle économique dans lequel on est. Donc voilà, on se le dit, c'est super, je suis ravi qu'on va collaborer sur tous les nouveaux critères et de faire un certain nombre de choses, mais le sujet des moyens, le sujet du temps et le sujet de la période transitoire est critique pour une industrie qui est naissante et qui peut apporter énormément de bien à notre système de santé. Pour commencer, si je peux me permettre, en fait, du coup, j'ajouterais juste une chose. Ce que vous dites est absolument parfait. Moi, je donnerais une consigne simple. C'est quand je propose un DTX, qu'est-ce que j'en attends, quel impact j'en attends, et à partir de là, qu'est-ce que je peux construire pour apporter assez rapidement la preuve, sans me dire le standard, c'est le RCT, c'est la démonstration de l'impact clinique. C'est mon effet, il est avant tout organisationnel. Qu'est-ce que je peux apporter rapidement pour montrer cet impact organisationnel? Et si l'impact est clinique, qu'est-ce que je peux rapidement mettre en place comme étude? Et la protocolisation dès le début, c'est quand même un atout pour avoir des données rapidement exploitables, notamment par la CNIMS. C'est juste un petit conseil qui a l'air de rien, mais qui changerait pas mal de dossiers de ceux qu'on a la chance de voir. Parce qu'il y en a plein qu'on n'a pas encore vus. Juste un petit point, mais un peu plus philosophique. Aujourd'hui, on n'arrive pas à dissocier l'évaluation du financement, parce que c'est notre système. Il y a une barrière à l'entrée, et sans cette évaluation, il n'y a pas de prise en charge. C'est notre système actuel. On a des systèmes un peu plus ouverts. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, aujourd'hui, je fais un dispositif vendu dans le cadre du DGHS. Mon client, c'est le directeur de l'hôpital et c'est l'ensemble des équipes soignantes à l'hôpital. Il n'y a pas que le remboursement en ville pour vivre avec des DTX. Aujourd'hui, mon évaluation numéro 1, elle va chez le directeur de l'hôpital, à qui j'explique qu'il va économiser des salles de réveil. Il va pouvoir faire plus d'opérations avec le même nombre de blocs. Et donc, c'est pas que ça. Je suis complètement en ligne avec ça. C'est-à-dire qu'au niveau local, l'évaluation, elle est faite par les acheteurs. Mais quand ça fonctionne que en circuit fermé, quand vous avez un acheteur hospitalier qui voit un intérêt direct sur sa structure. Quand l'intérêt il sort de la structure, il n'y a plus de financement. Donc mon point, c'est qu'en fait, on lie forcément évaluation et financement, sauf effectivement là, l'exemple que tu donnes, c'est quand
et ce sont des apporteurs de solutions qui fonctionnent quand, au sein d'une structure, c'est en circuit fermé, j'apporte un impact organisationnel ou budgétaire sur la structure hospitalière. Et donc, vous faites des business cases, comme en Angleterre, sur l'intérêt. Mais quand ça sort de ça, en réalité, on est obligé de passer par de l'évaluation nationale et un financement propre. Et donc, on a du mal, effectivement, à sortir de cet accès, cette diffusion, en dehors de ces évaluations. Je ne sais pas, Corinne, si je peux m'avancer, mais il y a le groupe de travail qui travaille sur tout ce qui est méthodologie à usage professionnel. Même si ce n'est pas l'HAS qui va l'évaluer, c'est pour donner quelque part des outils aux professionnels comme les hôpitaux qui devront acheter des dispositifs numériques et qui ne sont pas sous l'évaluation, que ce soit de la CNEDIMS, etc. Je pense, Corinne, si tu veux dire quelques mots de plus là-dessus. En fait, tu ne t'avances pas trop parce que tout est public, donc tu ne révèles aucun secret. Et effectivement, il y a tout ce qui n'est pas évalué par la HAS. Si on voulait tout évaluer au niveau national, le périmètre serait énorme. Donc là, la question est assez ouverte. On travaille sur les méthodes, même si on a produit une première production qui vise à éclairer ceux qui vont faire des choix localement, que ce soit des praticiens libéraux ou les établissements, avec le guide d'aide au choix qui a été publié en fin d'année dernière. Là, le reste des travaux est sur la table pour savoir si on doit mettre en place une évaluation complémentaire ou si, au contraire, on doit changer de paradigme et apporter des clés pour que d'autres puissent conduire des évaluations au niveau local plus facilement. Tout ça est encore très ouvert et on travaille avec l'écosystème pour faire des propositions très constructives et probablement, comme vous le disiez, monsieur Lepoultre, en changeant de paradigme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système, ce qui est à construire, probablement pas un système qui doit tout bloquer, mais au contraire qui doit accompagner les choix et plutôt vertueux. C'est important, un protocole bien monté avec les bons critères est super important. Ne pas partir, parce qu'on a une tendance des fois à aller au moins cher ou au moins de patients, etc. Mais quand le protocole est bien fait, et vous l'avez bien construit avec les médecins, les patients, les professionnels de santé, derrière, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour exploiter cette étude. Merci. On avait une question ici. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Julien Donat, Roche France. Moi, j'ai une question qui est simple. Je ne sais pas si la réponse l'est également. Est-ce que vous pensez que les DTX en général et le DTX en particulier, le numérique en santé en général, va permettre de faire des économies de santé au global? Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal. On parle beaucoup de l'impact organisationnel, donc ça veut dire des coûts en moins, mais il y a aussi des coûts en plus. On a parlé, on va peut-être pouvoir toucher plus de patients avec le numérique. Toutes ces technologies-là ont un coût. Quelle est votre conviction à vous? Est-ce qu'on va faire des économies dans le futur grâce à cela ou pas? Vous êtes chez Roche, c'est ça que vous avez dit? C'est ça. Donc je viens de votre monde avant du médicament. Donc l'impact organisationnel, c'est le truc qu'on prévoit de mettre dans un dossier et qu'à la fin on réalise jamais parce que l'hôpital y recycle l'ensemble des économies qu'on a présentées dans l'étude d'impact qu'on a présentée. Le sujet de l'impact organisationnel, vous avez raison, il est extrêmement pointu. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on est sur un hôpital sous pression avec 25% des lits qui sont fermés. Et donc, la question est de savoir si l'autorité est capable d'évaluer le gain de réouverture de lits lié à moins de pression sur le système et pas effectivement des économies de lits, des économies de mètres carrés, etc. C'est un vrai sujet de fond et pour le coup, c'est une vraie philosophie. Moi, je ne sais pas répondre. En tout cas, dans les faits, les DTX permettent de détendre le système là où ils ne feront pas faire d'économies. Juste pour compléter, effectivement, on ne peut pas avoir de boule de cristal. La réalité, je ne sais pas si ça va faire des économies au global, l'histoire nous le dira. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système à bout de souffle avec des professionnels de santé qui manquent. Et un flux de tension quand on voit la télésurveillance et l'accompagnement sur des suivis de prothèses, par exemple, où en fait la file active de patients est tellement énorme par rapport au nombre de professionnels de santé qui doivent suivre ces patients. Donc, en tout cas, ça va répondre en partie à cette problématique qui est qu'on a un nombre de professionnels de santé, de spécialistes qui décroît.
une population qui explose sur des pathologies chroniques, une espérance de vie qui augmente. Et donc je ne sais pas si ça va faire des économies, mais de toute façon, le système ne pourra pas faire sans ces nouvelles solutions pour accompagner et dégager du temps médical. Et dégager du temps médical avec des réorganisations de parcours patients. Alors après, dans certains cas, ça fera peut-être des économies, mais je pense que la vraie problématique, elle est là. On a quand même, je prends l'exemple de l'oncologie, que vous connaissez bien chez Roche. Premièrement, on sait que la télésurveillance médicale, quel que soit l'organe, quelle que soit la chimio, permet de gagner, je crois, 5 à 6 mois de survie, juste par management du patient, des patient report outcomes et de la toxicité des chimiothérapies. Deuxième chose, on sait qu'il y a une étude qui a été faite aussi publiée en 2021 par Carole Lycée de Bégin. Dans la verticale du poumon, ils ont fait une mesure d'impact de la télésurveillance médicale sur un pool de patients. Et en fait, ils ont découvert qu'il y avait des patients qui consommaient plus de temps, d'autres moyennement du temps et certains pas du tout. Ils appelaient d'ailleurs les concerns. Et pour un médecin qui accordait le même temps par patient, par suivi, on va dire mécanique, rendez-vous, fréquences, etc., qui sont de la programmation ou de la navigation de soins, comme l'a dit Étienne Grasse, on s'aperçoit qu'en fait, on peut dégager du temps de médecine en se concentrant peut-être sur les patients qui le nécessitent le plus et en libérant du temps sur ceux qui nécessitent le moins, grâce à des outils de suivi et d'alerte. Donc probablement, on voit des tendances. Ah, ça, c'est marrant, c'est Lanco qui a quand même démontré pas mal de choses dans le cadre de l'alternance médicale. Et on verra si ça persiste. On arrive au bout de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci Corinne d'avoir pu vous connecter et avec qualité de connexion. Donc on aura plaisir de vous avoir en vrai, j'espère, la prochaine fois. Oui, encore désolé de cet aléa, mais ravi d'être avec vous quand même. Merci, bonne journée. Et puis maintenant, place à la pause avant la dernière ligne droite de la journée. Merci beaucoup à vous, en tout cas.